Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler compost et on va découvrir comment composter ces déchets organiques. Donc les déchets organiques, en gros, c'est tous les déchets végétaux ou animaux qui vont pouvoir fermenter et être dégradés par des micro-organismes. Donc en gros, tout ce qui est issu des jardins, de l'agriculture, de nos cuisines. Alors d'habitude, on commence par en présentiel. Comment est-ce que vous compostez? Est-ce que vous compostez chez vous? Oui, non, pas encore. Avec quel système? Est-ce que c'est plutôt un lombricomposteur? Est-ce que c'est un bac plastique ou un bac bois? Un bac ou plusieurs bacs? En tas à même le sol? Ou est-ce que c'est des composteurs collectifs via des jardins partagés? Et si vous écoutez cette conférence, est-ce que c'est plutôt pour commencer un compost, pour vous perfectionner ou juste parce que le sujet vous intéresse? Alors, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez, du coup, prendre 30 secondes pour, quand vous pensez au mot compost, à quoi vous pensez? Quel mot, quelle représentation, quelle perception vous avez du compost? Et on vous montrera ce que disent les autres participants. Alors, du coup, il y a les côtés un peu plus négatifs, genre, moi, je sais pas trop comment faire, j'ai peur que ça attire les rats, je n'ai pas de jardin, je trouve ça sale, j'ai peur que ça sente mauvais. Et puis, d'un autre côté, tous les côtés positifs, ça grouille de vie, la terre de compost est hyper riche pour après cultiver, les poubelles ont largement diminué, les enfants adorent nourrir le compost, c'est magique de voir cette transformation des déchets. Voilà, alors pour commencer, on vous propose un petit quiz, toujours sur notre plateforme Kahoot. Donc on va vous faire passer les questions et les réponses. Et puis dans le lien de la vidéo YouTube, on pourra vous mettre, sous la vidéo YouTube, on pourra vous mettre le lien pour si vous voulez faire le Kahoot en live. Question 1. Quelle quantité d'ordures ménagères produit un Français par an? Réponse rouge, 150 kg. Réponse bleue, 225 kg. Réponse 3, 315 kg. Réponse 4, réponse verte, 390 kg. Quantité par an en moyenne, 150, 225, 315, 390. Donc, c'est 390 kilos. Ça veut dire que c'est plus d'1 kilo d'ordures par jour et par personne. Sachant que, de façon globale aussi, il y a à peu près 200 kilos de déchets qui sont, par personne et par an, qui sont déposés en déchetterie. Donc, on génère pas mal de déchets. Question 2. Vrai ou faux? Les déchets organiques jetés à la poubelle, classique, sont une source d'émission de méthane. Réponse rouge, c'est vrai. Réponse bleue, c'est faux. Est-ce que si on jette nos déchets organiques à la poubelle, ça génère du méthane? Eh bien oui, c'est vrai. Et on verra tout à l'heure, avec l'enfouissement des déchets, ça va générer du méthane. Question 3. Quel pourcentage de nos ordures sont des matières biodégradables? Plusieurs réponses possibles. Rouge, 13%. Bleu, 25%. Jaune, 32%. Vert, 54%. Pourcentage de déchets biodégradables dans nos poubelles. 13, 25, 32 ou 54, plusieurs réponses possibles. Et il y a deux réponses possibles, donc 32% de nos déchets organiques, ça c'est les déchets fermentescibles, on en a parlé tout à l'heure, les déchets des jardins et de cuisine, et ça passe à 54% si on ajoute les 22% de déchets recyclables type papier-carton qui peuvent être mis dans le compost aussi. Donc ça va jusqu'à 54% qu'on peut mettre dans le compost. Quatrième question.
Combien de micro-organismes se trouvent dans 1 mètre carré de sol vivant? Rouge, 100 000. Bleu, 10 millions. Orange, 500 millions. Vert, plus d'1 milliard. Combien de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol vivant? Enfin, sous presque 1 mètre cube. Et ben donc c'est le plus d'1 milliard. Voilà, donc énormément de vie sous la Terre. Alors aux enfants, quand on leur pose la question, on leur montre une empreinte de pas sur la Terre, et puis on leur demande, à votre avis, est-ce qu'il y a de la vie sous ce pas dans la Terre? Donc ça, ils répondent tous oui. Et après, on leur demande s'ils pensent qu'il y a plus ou moins de petites bêtes, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, que d'habitants sur la Terre. Alors ils savent à peu près, on leur demande ça à peu près à partir du CP, ils savent à peu près qu'il y en a qui savent toujours qu'il y a à peu près 7 à 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et donc, on leur dit qu'il y a plus de 7 à 8 milliards de petits organismes sous ce mètre carré sous la Terre. Et donc, voilà, comme c'est sous la Terre, on s'y intéresse pas trop, et il y a encore plein de choses à découvrir dans cette vie du sol. 5e question. Vrai ou faux? Les vers de terre effectuent l'essentiel du travail dans le processus du compost. Rouge, vrai. Bleu, faux. Est-ce que ce sont les vers de terre qui font l'essentiel du travail dans le compost? Vrai, rouge. Faux, bleu. Faux, rouge. Et donc c'est faux. C'est les bactéries qui vont faire l'essentiel du travail. Question 6. Justement, à propos des bactéries, quel pourcentage les bactéries représentent quel pourcentage des organismes du compost? Alors, pas en masse, parce que ça pèse pas lourd. Rouge, entre 40 à 50%. Bleu, 50 à 60%. Orange, 60 à 70%. Vert, 80 à 90%. Dans tous les micro-organismes du compost, quel pourcentage sont représentés par les bactéries? Donc c'est de 80 à 90%, et c'est les bactéries qui font l'essentiel du travail et qui sont responsables de la montée en température du compost. Vous verrez, enfin, si vous avez un compost, au milieu, c'est tiède, voire ça peut monter jusqu'à des très hautes températures dans des composts industriels. Question 7. Quels sont les bienfaits du ver de terre? Rouge, la décomposition des déchets organiques. Bleu, leur déjection. Orange, l'aération des sols. Vert, l'humidification des sols. Plusieurs réponses possibles. Les bienfaits du ver de terre. Et ben c'est toutes les réponses. Donc ils font plein de choses. Ça commence à être de plus en plus connu. Même les enfants savent plein de choses sur les vers de terre. Donc ils vont digérer et redigérer les matières. En montant et en redescendant, ils vont aérer et humidifier les sols avec leurs galeries. Et ça bénéficie du coup aux animaux du sol, puisque les animaux respirent, donc ça va apporter de l'oxygène. Et puis pour les plantes, ça va non seulement on va apporter aussi de l'oxygène pour les racines, et puis le sol va retenir beaucoup plus l'eau avec toute cette eau qui va se mettre dans les galeries. Et les déjections, les turicules, les petites crottes des vers de terre qui sont au-dessus de la terre, sont hyper riches et bonnes pour les plantes. Question 8. Trouver l'intrus. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont arriver. C'est parmi les ingrédients du compost, quel est l'intrus? Rouge, le carton déchiqueté. Bleu, les magazines déchiquetés. Orange, le papier déchiqueté. Vert, les mouchoirs et serviettes en papier. Quel est l'ingrédient qui ne peut pas aller au compost? Les magazines, parce que c'est du papier glacé et avec des encres de couleur. Mais tout le reste, donc le carton neutre, le papier avec et le journal, on n'a pas mis, mais il n'y a que de l'écriture noire, ça va, et même les mouchoirs et serviettes en papier. Et on dit déchiqueté, c'est que du coup, si vous mettez votre carton entier, ça va mettre beaucoup plus de temps pour être dégradé. Question 9. Trouver l'intrus. Rouge, les bûches. Bleu, les fleurs fanées et les feuilles mortes.
Orange, les mauvaises herbes et le gazon. Vert, les brindilles. Facile. Bûches, fleurs fanées, mauvaises herbes, brindilles. Donc ce sont les bûches. Ça finirait par se décomposer, hein, mais ça mettrait quelques années. Question 10. Intrus. Rouge, marc de café et son filtre. Bleu, thé et son sachet. Orange, les coquilles d'œufs. Vert, le paracis. Attention, il y a un piège. Marc de café, thé, coquilles d'œufs, paracis. C'était les coquilles d'œufs. Alors elles vont au compost, mais il faut qu'elles soient concassées. Voilà, ça va plus vite. Parce que sinon on les retrouve entières. Et souvent, alors on peut entendre l'idée que on met pas de paracis au compost. Alors potentiellement ça se dégradera, c'est un végétal, hein, même les céréales cuites. Après souvent on conseille de pas les mettre comme les pâtes ou le riz cuit parce que ça risque d'attirer les rongeurs. 11. Et dernière question. Trouvez l'intrus encore. Rouge, l'urine. Bleu, les déjections de mon chat, de mon chien. Orange, les cheveux, les poils et les ongles. Vert, les déjections de mon lapin, hamster. On est dans le scatologique. Urine, déjection, chat, chien. Orange, cheveux, poils, ongles, déjection de lapin. Et ben donc c'est les déjections du chat et du chien. Donc c'est ok de composter des déjections des animaux herbivores, mais pas des carnivores. Alors, on fera un petit état des lieux, pourquoi c'est intéressant de composter, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment on choisit son composteur, on parlera des ateliers enfants, et puis on vous lancera le défi du mois. Alors, en état des lieux, vous avez du coup ici le contenu de nos poubelles. Alors, du coup ça c'est des chiffres qui datent de 2019 je crois. Donc vous avez, on l'a vu tout à l'heure, 32% des matières organiques, 32% c'est des matières organiques. Ensuite 22% papier carton. Vous avez la somme, du coup les 54% qui peuvent aller au compost. Et ensuite 17% des déchets divers incinérables, du verre recyclable 13%, du plastique recyclable 11%, les métaux 3% et le textile incinérable 2%. Donc ça, c'est le contenu des poubelles. Et ensuite, du coup, que deviennent nos déchets quand on les jette à la poubelle? Donc ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, collectées dans votre poubelle classique. Et donc en majorité c'est des valeurs moyennes, hein, parce que du coup selon les régions, selon les communes, c'est très variable selon ce que les communes font. Mais donc en moyenne, il y a 68% des déchets qui sont incinérés, 24% des déchets qui sont enfouis et seulement 8% qui vont partir soit en compostage, soit en méthanisation. Alors à propos justement du méthane, alors un graphique compliqué, mais le but c'est pas de tout regarder, le but c'est juste de vous montrer que les déchets organiques enfouis peuvent être source d'émissions de méthane. En vert, vous avez les flux naturels de méthane, émission, absorption, et puis en rouge, c'est les flux qui sont liés à l'activité humaine, et on voit avec la petite le rond rouge que les déchets participent à l'émission de méthane, et donc via l'enfouissement, qui, comme le compostage, est un processus de dégradation et de décomposition des déchets, mais la grosse différence entre les deux, c'est l'oxygène. Parce que quand on composte, les micro-organismes, bactéries, champignons, vont transformer les déchets en compost en présence d'oxygène. Ils vont générer du coup de la chaleur, de la vapeur d'eau, et du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Mais du coup, dans un site d'enfouissement, à la différence, on va décomposer la même matière organique, mais sans oxygène. Donc tout ce qui arrive dans la décharge va être compacté. Après, éventuellement, ça va être recouvert par avec un matériau inerte ou de la terre.
Et donc, les matières organiques vont se décomposer comme ça, en l'absence d'oxygène. Ça va générer du biogaz, composté notamment de méthane. Et le méthane, c'est considéré comme un gaz à effet de serre 23 fois plus puissant que le CO2 en termes de potentiel de réchauffement global. Et alors là, on n'a pas de chiffres pour la France, mais une étude au Québec a montré que l'enfouissement des matières organiques résiduelles, ça génère plus de 6% des émissions totales de gaz à effet de serre du Québec. Et donc, si on prend ces matières et au lieu de les enfouir, on en fait du compost, on va diminuer d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui nous amène du coup à pourquoi ce serait intéressant de composter. Alors, d'abord pour limiter les côtés négatifs des déchets. Donc, on va réduire d'un tiers notre poubelle classique. Donc déjà, c'est en termes de sortie de poubelle et de satisfaction, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va baisser le coût des traitements des déchets. Et ça compte, c'est nos impôts qui partent dans le traitement des déchets. Et ensuite, on va baisser les émissions liées au traitement des déchets. Alors, quand on parle des émissions du traitement des déchets, c'est tout ce qui est gestion et traitement qui sont à l'origine d'au moins 3% des émissions de gaz à effet de serre. En plus du bilan carbone qu'a nécessité la fabrication de tous ces produits, puisqu'on va produire des aliments, ça utilise des ressources et du carbone, et donc en plus, il va falloir les traiter, les retraiter. La gestion et le traitement des déchets, du coup, c'est à l'origine de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sans compter le bilan carbone qu'a nécessité la fabrication de tous ces aliments, de tous ces produits. Donc, en fait, on émet des gaz à effet de serre pour produire des aliments, puis après, nos déchets vont eux-mêmes nécessiter un traitement qui va générer des gaz à effet de serre. Et donc là-dedans, on parle des kilomètres qui sont parcourus par les déchets pour être collectés, parfois pour être envoyés ailleurs, parce qu'il y a tout un commerce de déchets valorisables, et après les émissions des procédés de traitement, donc soit incinération, soit enfouissement, et puis après le traitement ou le transport des sous-produits des déchets. Parce que du coup, quand on enfouit, quand on incinère, il reste encore des résidus. Donc vous avez les mâches-fer, c'est des résidus solides issus de l'incinération des déchets. Et puis les lixivia, qui là sont des résidus liquides issus des sites d'enfouissement. Et puis après, le transport aussi des biogaz et des digestats si on fait de la méthanisation. Voilà, et les alchimistes, c'est une structure qui collecte les déchets organiques des restaurateurs pour les composter, et même des particuliers, ont calculé que le compostage de 3 tonnes de biodéchets alimentaires pouvait permettre d'éviter 770 kg de CO2. Voilà, et alors quand on parle aussi des émissions, là je parlais des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi on peut parler des émissions de particules toxiques dans l'atmosphère dues à l'enfouissement et l'incinération. Enfin, du coup, le fait de redonner du compost à la terre, qui est un fertilisant naturel, on diminue du coup la production des engrais de synthèse, et on sait que la production des engrais de synthèse, de façon chimique, est une production qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était un peu les effets négatifs. Ah oui, et du coup, une étude de l'ADEME montre que l'action qui permet de réduire le plus ces déchets, c'est le compostage individuel. Et ensuite, les raisons positives, les arguments positifs pour composter, et du coup, en plus de diminuer les gaz à effet de serre, l'utilisation du compost pour enrichir les sols à la place de l'engrais, par exemple, ça va séquestrer le carbone. Et on sait que la captation du carbone, du CO2 par les sols, c'est un moyen pour réussir à limiter l'augmentation de réchauffement climatique. Ça fait des puits organiques. Ensuite, pour créer une alimentation saine pour nos plantes, c'est hyper riche le compost. Et ensuite, pour le retour au sol de quelque chose qui vient d'un sol, voilà, c'est que c'est plus naturel et ça continue le cycle de la nature. Bref, on valorise, nos déchets deviennent des choses intéressantes. Alors, le cercle vertueux du compost, c'est un peu le cycle de la matière. C'est ce qu'on essaie de faire réaliser aux enfants. C'est le fait de dire que les déchets alimentaires, ça peut permettre d'obtenir une bonne terre qui permettra à son tour de reproduire des légumes ou des fleurs.
Et donc le cycle de la matière, en fait, on ne fait que mimer la nature quand on composte. Quand on nourrit le sol ou quand on nourrit le compost avec nos déchets, en fait, on va nourrir les petites bêtes du sol ou de notre compost qui en ont besoin et qui, elles, après, du coup, vont décomposer, fragmenter et reminéraliser les éléments pour les redonner ensuite aux plantes qui vont les assimiler. Donc c'est le recyclage de la biomasse, rien ne se perd, tout se transforme. Donc là, on reproduit le cycle de la matière. On soutient aussi la biodiversité, tout ce monde de l'ombre qu'on ne connaît pas mais qui est très riche, avec des micro-organismes, de la mésofaune un peu plus grosse, et puis des macro-organismes type vers de terre, cloporte et les taupes, voilà, tout ça. Et ben ils ont besoin de manger, et le fait de composter à même le sol ou dans un composteur, et ben ça alimente tous ces animaux. Et puis ça alimente aussi toute la chaîne trophique du sol. Et donc faut bien, pour nourrir les animaux plus gros type oiseaux, taupes, et ben il faut bien nourrir au début pour que les gros puissent manger. Alors, microbiote, est-ce que vous connaissez, j'imagine, le microbiote de notre intestin, et surtout du gros intestin? C'est toutes les bonnes et mauvaises bactéries qui vivent avec nous et qui ont des super rôles pour la santé, par exemple. Pourquoi je parle de ça? Parce que on peut dire que dans le sol, c'est pareil. Le sol est un énorme système digestif et que du coup, les animaux vont dégrader la matière organique des plantes. La matière va se retrouver sous forme minérale qui va pouvoir être réutilisée par les plantes. Alors là, on voit le rôle des champignons sur lequel on fait aussi plein de découvertes. Par exemple, on a fait deviner aux enfants qui pouvait dégrader le bois quand on met des brindilles dans notre compost. Est-ce que c'est les bactéries? Est-ce que c'est les vers de terre qui dégradent? Ben non, c'est le champignon, ou du moins la partie qui est sous la terre du champignon, c'est-à-dire des filaments. Hein, c'est tout un réseau de filaments microscopiques qui peuvent faire des kilomètres de long et qui produisent une substance capable de dégrader le bois mort, un peu à la mode, un peu en mode Spider-Man, et ils vont attaquer le bois, et ça peut, par exemple, dans 1 mètre cube de terre, on peut atteindre jusqu'à 10 000 kilomètres de filaments des champignons. Alors le microbiote du sol, toujours dans 1 gramme de sol. Voici l'ordre de grandeur des micro-organismes qu'on peut trouver sous la terre. Donc vous avez des milliards de bactéries, des levures, des champignons, des algues. Encore d'autres chiffres, 1 cm3 de terre va contenir les fameux ifs fongiques, c'est les filaments des champignons, toutes ces bactéries, voilà. Et puis quand même, dans la slide précédente, on parlait pas de vers de terre, mais les fameux vers de terre avec les 3 types de vers de terre, où là, il peut y avoir, par exemple, dans des prairies non travaillées, jusqu'à 5 tonnes par hectare de vers de terre. Ils peuvent faire jusqu'à 400 mètres de tunnel sous 1 mètre carré de terre, et ça représente 70% de la biomasse totale du monde. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un sol vivant? Alors CF, notre conférence sur comment on choisissait les aliments, puis on a parlé un petit peu de l'agriculture biologique. On nourrit naturellement les plantes, on va nourrir le sol. En nourrissant le sol, on va nourrir la plante, à la différence du coup des intrants type des engrais, où là on va juste nourrir la plante sans nourrir le sol. Donc justement, on n'a pas besoin d'intrants chimiques, au contraire. Ça donne du coup des aliments de qualité, parce que on sait que voilà, des terres riches ça va donner plus de goût et de qualité nutritionnelle à nos aliments. Les nutriments vont être directement solubles, et puis ça va être directement biodisponible par la plante. Ça permet l'enracinement profond des plantes. On a vu que du coup, grâce aux vers de terre, la terre était aérée. Ça veut dire que du coup, les racines peuvent descendre plus loin par rapport à des sols hyper compacts où les racines elles peuvent pas aller très très loin. Par exemple, aujourd'hui, les vignes, leurs racines vont jusqu'à 50 cm, alors que avant, elles pouvaient aller jusqu'à 3 mètres. Ça veut dire que
plus les plantes peuvent puiser profondément de l'eau, et moins elles ont besoin d'eau, moins il y a besoin d'irrigation, donc c'est bénéfique. Ça retient l'eau, un sol aéré, ça veut dire que du coup il y a plus d'espace disponible pour absorber l'eau des pluies, ça veut dire qu'on va avoir des sols qui vont beaucoup plus retenir l'eau que des sols sans aération. On sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de crues par rapport à l'époque, à hier. Or il pleut pas forcément plus, mais c'est juste que les sols sont c'est tellement compact que l'eau ne peut pas pénétrer dans la terre, et du coup ça entraîne elle ruisselle sur les sols. Ça va limiter aussi du coup l'érosion, parce que du coup un sol quand il est stable, il y a des liaisons électriques qui vont se faire entre l'argile et l'humus, ça s'appelle le complexe argilo-humique. Et s'il n'y a pas d'humus, c'est-à-dire s'il n'y a pas de matière organique, et on sait que les sols, depuis l'agriculture très chimique, on perd de la matière organique dans les sols. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison qui peut se faire, la structure du sol n'est pas maintenue, il n'y a pas de structure, et du coup, les sols peuvent être emportés, et c'est pour ça que il y a de plus en plus d'érosion, ou que les rivières se retrouvent facilement après une pluie avec de l'eau marron. Ça veut bien dire que de la terre est partie. Et ensuite, ça évite aussi la pollution des nappes phréatiques, puisque avec ce complexe argilo-humique, les nutriments qui sont solubles peuvent s'accrocher avec des liaisons électriques. Il faut bien que les nutriments soient solubles, puisqu'il faut que faut que les plantes puissent absorber ces nutriments. Mais s'il n'y a pas de matière organique, les nutriments sont pas retenus, et ça veut dire qu'ils partent directement dans la nappe phréatique. On pollue les nappes, et vous avez peut-être entendu parler des algues vertes en Bretagne, et c'est ça veut dire que il y a plein de nutriments, notamment les nitrates, qui vont partir dans les rivières, et plus il y a de nitrates, plus ça va développer des algues. Les algues vont se nourrir avec les nitrates, ça va proliférer au détriment d'autres plantes des rivières. Bref, j'espère que je vous ai convaincu sur l'intérêt d'un sol vivant, et donc comment on va nourrir son sol en mimant la nature. Donc la bonne recette du compost, c'est des déchets. Alors on verra qu'il y a 2 types de déchets, les déchets verts et les déchets marrons. 3, les micro-organismes. Alors quand notre compost il est directement à même le sol, ils sont déjà là, les micro-organismes, et puis en plus ils sont apportés par la peau des fruits, il y a naturellement des bactéries sur nos aliments. Les macro-organismes, c'est pareil, ils arrivent par le sol. Il nous faut de l'eau, ça dépend des régions. Dans le nord, il n'y a pas forcément besoin d'arroser son compost en hiver, mais il faut toujours qu'il soit un petit peu humide. Il y en a qui disent, si vous mettez les mains dans votre compost, il faut pas que l'eau soit ni trop humide, ni trop sec. Et puis, il faut de l'air. Donc on va voir qu'il faut aérer son compost pour apporter de l'air aux micro-organismes, parce que le compost, c'est un process qui se passe avec de l'oxygène. Alors ça, l'alphabet du compost, c'est un jeu qu'on fait avec les cycles 3, les CM1, CM2. On leur donne dans des petits sachets 26 ingrédients, enfin 25, et il faut qu'ils trouvent, qu'ils se rangent par ordre alphabétique, et il faut qu'ils trouvent tous les ingrédients. Donc en conférence aussi, on le fait pour les adultes, en présentiel. Mais donc là, soit vous mettez pause et puis vous essayez de chercher tous les ingrédients, soit là on vous donne du coup les réponses. Donc le A pour algue, le B pour la bourre de sèche-linge. À la fin d'un sèche-linge, on a toujours un peu de textile qui est parti. Et donc si on fait des lessives 100% coton, le coton c'est du végétal, ça peut repartir au compost. Les coquilles concassées, coquilles d'œufs, on l'a vu, concassées. Le D pour des brindilles. Les épluchures, les feuilles mortes, le gazon, les herbes mauvaises herbes. Alors on dit qu'il ne faut pas les mettre quand elles sont montées en graines, sinon du coup on remet les graines dans le compost, et puis après quand on va répandre notre compost, les mauvaises herbes vont repartir. Les insectes, alors ils arrivent naturellement, mais si vous pouvez en mettre dedans. Les morceaux de journaux, le K pour kiwi, mais globalement toute la peau ou les fruits abîmés, les légumes abîmés, le marc de café et son filtre, les noyaux de fruits,
Bon, globalement, un pépin de raisin va se composter beaucoup plus vite qu'un noyau d'avocat. Hein. Les ongles et les cheveux, le papier carton, le cul pour les quakers, mais globalement toutes les céréales crues. Il peut y avoir aussi des céréales cuites, mais ça attire plus les rats. Les roses fanées et toutes les fleurs fanées, les serviettes en papier, le thé et le sachet, si vous utilisez des sachets, c'est compostable aussi. L'urine, donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans le compost, mais donc c'est un très bon fertilisant. Donc vous pouvez faire pipi dans votre compost. Le W pour poire William, mais globalement donc c'est les fruits. Le yin et le yang, on en parlera tout à l'heure. Et puis les zestes d'agrumes. Donc c'est pareil. Donc en hiver, quand vous mangez beaucoup d'oranges, beaucoup de clémentines, si vous mettez toutes vos peaux d'orange et toutes vos clémentines, ça va faire un peu trop pour votre compost. Mais si vous en mettez un petit peu et puis en zeste, il n'y a pas de souci. En gros, le compost, de toute façon, ça dépend du temps dont vous disposez et que vous voulez récupérer votre compost, mais tout finit par se dégrader. Voilà, à peu près. Et donc le yin et le yang, ça on insiste dessus avec les enfants, c'est l'équilibre entre les matières brunes et les matières vertes, dont on va parler tout à l'heure. Alors là, vous avez une slide qui récapitule un petit peu les choses qui se compostent avec précaution et qui se compostent pas. Alors nous, on trouve effectivement viande et poisson, ça peut se composter quand on a un composteur industriel, mais si vous voulez pas attirer de rats, ne compostez pas votre viande et votre poisson. Et donc le fameux équilibre de matières vertes et matières brunes. Donc en fait, les matières vertes, c'est toutes les matières humides, les épluchures de fruits et légumes, les herbes fraîches, le gazon, les mauvaises herbes, le marc de café, les fruits abîmés, voilà. Ça, c'est des matières qui sont plutôt azotées et qui vont se dégrader très rapidement avec les bactéries. Les matières sèches, c'est plutôt des matières carbonées, les feuilles mortes, les brindilles, la sciure de bois, tout ce qui est papier, carton, journal. Et ça va se composter moins, ça va apporter c'est sec. Et donc, il faut un équilibre, au moins 50-50. Et on peut aller jusqu'à 40% de matière humide et 60% de matière sèche. Donc, il faut le savoir, quand on met que nos déchets de cuisine, eh ben, c'est globalement beaucoup de matière humide. Donc, il ne faut pas oublier de mettre du papier, du carton, tous les papiers craft de vos emballages de fruits et légumes, ça peut passer au compost. Et ça permet d'équilibrer et d'apporter cet équilibre. Donc là, vous avez encore la même chose, dégradation rapide, dégradation lente pour les matières carbonées. Donc voilà pour cet équilibre. Ensuite, pour les instructions, alors il y a différentes façons de composter. Vous pouvez très bien composter en tas au fond du jardin, mettre du coup vos déchets directement à même le sol. C'est pas très esthétique, donc vous pouvez très bien mettre un carton au-dessus, voilà. Et donc là, ça va se décomposer naturellement. Sinon, globalement, c'est plus majoritairement les gens le font dans un composteur, où là vous mettez. Alors on n'est pas obligé de faire des couches exactement, mais le but c'est de mélanger voilà, des matières humides et des matières sèches. L'idéal c'est d'avoir 2 bacs comme ça. Vous commencez à remplir vous faites votre compost dans un bac. Une fois qu'il est à peu près plein, vous l'arrêtez, ça mature, vous le mélangez de temps en temps et ça va faire du compost. Et à côté, vous remplissez vous recommencez un nouveau compost dans le 2e bac. Et quand vous avez utilisé tout votre compost, une fois qu'il est mature, et ben du coup, ça peut faire du bien d'avoir tout vidé un compost avant d'en recommencer un dans le bac. Au niveau du temps, et ben alors déjà ça varie en fonction des saisons. Plus il va faire chaud, plus les process biologiques de dégradation vont aller vite. Donc en été, ça peut prendre 6 mois. En hiver, ça peut prendre 9 mois. Et donc régulièrement, vous pouvez vérifier l'humidité et régulièrement vous pouvez mélanger votre compost pour l'aérer.
Comment choisir son composteur? Donc votre composteur classique, idéalement en bois et puis directement à même le sol pour que les micro-organismes puissent arriver par le fond. Si vous êtes en appartement, c'est possible de composter avec les lombricomposteurs qui sont maintenant ça sent pas du tout mauvais d'avoir un composteur dans sa cuisine. Et donc là, vous avez différents bacs. En haut, vous mettez vos déchets. Alors un lombricomposteur, on peut mettre moins de choses que dans un composteur classique. Les vers de terre ne mangent pas de zeste d'agrumes, ne mangent pas de noyaux, voilà. Donc vous mettez juste les épluchures de fruits et légumes, les restes de légumes abîmés et beaucoup de carton et de journal. Les vers sont dans ce bac-là et au fur et à mesure, et ils vont se balader entre l'étage du compost en décomposition et puis dans les déchets. Et au fond, dans le troisième bac, vous retrouvez votre compost mature et se retrouve au fond un engrais liquide qu'on appelle le thé de verre qui est hyper riche. Il faut du coup l'utiliser dans les plantes par exemple en le diluant 10 fois parce que c'est hyper riche. Vous pouvez trouver sur des sites, il y a des échanges de verres qui se font, on peut les acheter, il y a des gens qui donnent leurs verres quand ils ont trop de verres sur plusdeverre.com. Ils mettent en relation les donneurs de vers de terre. Vous pouvez aussi choisir, du coup, il y a des écoles qui nous ont demandé d'avoir des composteurs hors sol pour éviter les rats, pour éviter que ce soit pour éviter les rats. Et donc, il y a des composteurs comme ça, plastiques qui existent. Là, vous avez les deux bacs. Vous commencez à remplir un composteur, un bac. Et puis, une fois que vous le mélangez, dès que vous avez mis vos déchets, vous le tournez. Et puis après, une fois qu'il est plein, vous remplissez l'autre et la maturation se fait. Alors, du coup, il y a quand même il n'y a pas d'arrivée de micro-organismes par le sol dans ces composteurs ici. Donc, les conseils, très pratico-pratiques, disposer d'un bac, un petit seau pour mettre vos déchets directement dans la cuisine, pour éviter de toujours d'aller dans le jardin. Vous pouvez mettre au fond de ce bac du journal ou des sacs de papier craft pour un peu absorber l'humidité. Ensuite, dans le jardin dehors, vous avez votre composteur. N'oubliez, faut pas forcément le mettre en plein soleil parce que du coup, là, ça va trop la sécher. N'oubliez pas de vous faire une petite réserve de feuilles mortes si vous avez des arbres dans votre jardin. Vous gardez les feuilles mortes à l'automne. Elles deviennent sèches et du coup, ça vous fait votre apport de matière carbonée que vous pouvez ajouter de temps en temps. Et puis, pour mélanger votre compost, alors soit vous prenez votre bêche, soit maintenant il y a des vis sans fin qui permettent d'aérer le compost. Voilà pour les conseils techniques. Alors, pour les ateliers enfants, qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils découvrent le compost? Alors, les maternelles, on leur montrait du coup dans un compost la vie qu'il pouvait y avoir dedans, les vers de terre, les insectes, et on joue à Monsieur Compost qui a très très faim et qui mange uniquement des produits végétaux et pas des produits animaux. Donc on révise un petit peu l'atelier de début d'année où ils ont appris à classer les végétaux et les animaux. Et donc on leur demande si ils ont des petites cartes et on leur demande si Monsieur Compost peut manger la carte. Donc si c'est végétal, Monsieur Compost le mange. Si c'est animal, c'est pas possible. Le cycle 2, on leur montre l'évolution du 3 ou 4 bacs. Il faut qu'ils les classent dans l'ordre chronologique. Et donc là, ils voient bien la décomposition des déchets. Et puis, on peut sentir le compost qui sent très bon. Ça sent l'humus, ça sent la forêt. Donc, avec ça, ils réalisent que ça sent pas mauvais de faire du compost. Et ensuite, ils découvrent la vie du sol. Donc, ils ont des petites cartes avec les différents animaux microscopiques ou pas. Ils les classent par ordre de taille, ils les mettent au tableau. Et ensuite, on réalise que du coup, c'est des animaux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'air et d'oxygène.
Et pour leur donner à manger, on leur donne différents déchets, les déchets du compost. Et donc, avec ça, ils réalisent que nourrir le compost, c'est nourrir les animaux du sol. Et que le sol est vivant. Et le cycle 3, on l'a dit, il classe les aliments, l'alphabet du compost, et puis on a inventé une petite chanson sur une petite danse gestuée pour tous ces aliments du compost. Alors, on leur dit aussi une petite hiérarchie. Attention, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas quand même. Et puis, à garder en tête cette hiérarchie, parce que les enfants, après, ils ont découvert le compost, ils sont tellement contents de nourrir tous les petits animaux du sol, que du coup, ils disent, bah, c'est pas grave, je pourrais composter mes légumes que j'ai pas envie de manger, par exemple. Donc, ça pourrait leur enlever l'objectif de réduire le gaspillage. Mais donc, la hiérarchie, c'est 1, on essaie de pas gaspiller les aliments. 2, on peut réutiliser ces restes ou les donner. Après, on peut donner les restes aux animaux, si on a des poules. Et puis, à la fin, on les composte pour les redonner à la terre. En conclusion, nos biodéchets sont précieux. Ça permet de redonner à la terre ce qui est sorti de la terre. Ça permet aussi de se reconnecter à la nature, enfant comme adulte. On remet les mains dans la terre, on voit la vie des sols, on utilise le compost pour jardiner. Du coup, ça peut nous aider à jardiner parce qu'on se dit, tiens, on a du compost, qu'est-ce que je vais en faire? Trouvez le système qui vous convient le mieux. Et puis la bonne recette, on la répète, le bon équilibre matière verte, matière humide, matière sèche, l'aération, l'humidité, et puis on regarde et on s'émerveille de la transformation. Pour aller plus loin, on vous conseille, alors il y a des guides qui sont bien faits sur Zero Waste, le guide de la métropole européenne de Lille aussi donne plein d'informations. L'importance d'un sol vivant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter les conférences de Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des chercheurs assez âgés, mais qui sont passionnants sur le sol, les vers de terre, l'humus. Choisir son composteur, et puis un podcast compost, c'est pas difficile. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, puis n'hésitez pas à composter, et voilà, belle découverte. Au revoir.